Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième volet sur les espaces vectoriels. Nous allons parler de base d'un espace vectoriel. Alors, la quatrième partie du chapitre traite de base et de dimension. C'est dans la vidéo suivante que nous parlerons plus principalement de dimension, mais définissons d'abord ce qu'est une base. Une base dans un espace vectoriel, c'est d'abord une liste, ou plutôt un ensemble de vecteurs choisis dans l'espace vectoriel. On comprend un ensemble de n vecteurs que l'on nomme E1, E2 jusqu'à En. Et cette famille donc, de vecteurs est une base de l'espace V si et seulement si deux conditions. Première, c'est que cette famille soit linéairement indépendante, c'est-à-dire une famille libre. Et deuxième condition, cette famille engendre V, qui est notre espace vectoriel de départ. On a vu donc dans les vidéos précédentes la notion de famille libre et la notion d'espace engendré par une famille. Donc il faut que les deux soient réunis. Un exemple, je prends les trois vecteurs de dimension 3, 1, 0, moins 1, 1, 0, 0 et 0, moins 1, 0, et j'affirme que c'est une base de R3, c'est-à-dire l'espace vectoriel classique des vecteurs de dimension 3. Alors, d'abord, on peut montrer que cette famille est linéairement indépendante, à l'image de ce qui a été fait dans la vidéo précédente. Je parle de vidéo de cours ou d'exercice, en postulant une combinaison linéaire de ces trois vecteurs avec des coefficients a, b, c, et en montrant que si je veux que cette combinaison linéaire donne le vecteur nul, eh bien impérativement il faut que a, b et c soient trois réels égaux à 0. Donc vous pouvez le faire à titre d'exercice, ça a été fait à plusieurs reprises dans la vidéo précédente. Pour la partie espace engendré, eh bien on vérifiera que tout vecteur alpha, bêta, gamma de R3 peut être une combinaison linéaire des trois vecteurs de notre famille, avec des coefficients qui pourront être déterminés grâce aux coordonnées du vecteur de départ alpha, bêta, gamma. Là encore, je vous incite à aller visionner deux vidéos en arrière, cette fois-ci par rapport aux espaces engendrés. Donc cette famille de trois vecteurs est une base de R3. Ça veut dire qu'en représentation graphique, dans l'espace, vous pourriez avoir trois vecteurs qui ne sont pas coplanaires. D'accord ? Donc il n'y a aucune collinéarité déjà entre les vecteurs pris 2 par 2. Et deux vecteurs formant un plan, le troisième est dans un plan différent, ou plutôt n'est pas dans le plan des deux premiers. Donc on peut quadriller l'espace à partir de ces trois vecteurs, et donc c'est une base de R3. Voilà le pendant graphique de ce qu'on est en train de dire numériquement avec cette notion de combinaison linéaire. Alors ce qui est très important lorsqu'on a défini, ce qui est surligné en vert, ici la base d'un espace vectoriel, c'est qu'on obtient automatiquement l'unicité de la décomposition. C'est-à-dire que, en prenant notre exemple, un vecteur de R3 peut être une combinaison linéaire des trois vecteurs de notre famille, mais en plus, ne peut être qu'une combinaison linéaire avec des coefficients bien précis et aucun autre. Donc la décomposition de notre vecteur dans une base donnée est unique. Donc je l'érige ici en propriété 4,2, soit V un élément d'un K espace vectoriel V et B une base de V, alors la décomposition de V dans cette base est unique. Les coefficients qui sont liés à la combinaison linéaire représentant cette décomposition de V sont appelés à ce moment-là les coordonnées de V dans la base B. Alors, on expliquera assez facilement cette unicité de la décomposition en remarquant, donc ici tout en bas, qu'on a bien une propriété des bases. C'est-à-dire que si on a une base, on a l'unicité de la décomposition. Si on n'a pas une base, on n'a pas l'unicité de la décomposition, à supposer que cette décomposition existe. Car, alors je lis en bas, dans une famille génératrice liée, la décomposition de V ne serait pas unique. Alors, raisonnons par l'absurde. Imaginons qu'un vecteur V, de notre espace vectoriel grand V, se décompose de deux manières différentes, comme combinaison linéaire des différents éléments d'une base B. D'accord ? Donc ça veut dire que le vecteur V est égal
à la somme des lambda i EI, mais est aussi égal à la somme des mu i EI, avec une famille de réels lambda i qui est différente de la famille mu i. Par différence, la somme des lambda i EI moins la somme des mu i EI est égale à v moins v, c'est-à-dire le vecteur nul. Or, si je regroupe mes deux sommes en une seule, il s'agit de la somme des lambda i moins mu i facteur de EI. Or, la somme des lambda i moins mu i facteur de EI est égale au vecteur nul si et seulement si les coefficients de la combinaison linéaire sont tous nuls, puisque ma famille est supposée libre, linéairement indépendante. Donc ça veut dire que pour tout i, lambda i moins mu i égale 0, et que donc lambda i égale mu i. D'où l'unicité, hein, c'est-à-dire que si j'imagine deux décompositions de mon vecteur dans cette base, eh bien ces deux décompositions sont forcément identiques, avec les mêmes coefficients devant les différents vecteurs de la base. Alors, voyons maintenant la même chose, mais d'un côté un peu plus pragmatique, avec des exemples et sur ce qu'on est censé faire en exercice. Prenons l'exemple des trois vecteurs 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 0, moins 1, 0. Alors déjà, j'affirme que l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs est R3, chose que vous pouvez vérifier par vous-même. Toujours de la même façon, hein, en imaginant un vecteur quelconque de R3, le vecteur ABC, et en vous demandant si ABC peut être une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là. Alors maintenant, la question est-ce qu'on a clairement une base? Et en fait, puisque l'unicité de la décomposition est une propriété des bases, on va pouvoir se poser cette question de cette façon-là. Est-ce que la décomposition d'un vecteur est unique? Si c'est le cas, et à partir du moment où vect de la base, entre guillemets, est égal à R3, alors cette famille est bien une base. Donc nous allons imaginer un vecteur ABC de R3, et nous allons imaginer une combinaison linéaire des trois éléments de notre famille. Lambda 1 fois le premier, plus lambda 2 fois le deuxième, plus lambda 3 fois le troisième. Cette combinaison linéaire est égale au vecteur ABC si et seulement si, eh bien, par identification, hein, lambda 1 plus lambda 2 égale A, moins lambda 3 égale B, moins lambda 1 égale C. Ça veut dire que lambda 1 doit être égal à moins C, ok. Lambda 3 doit être égal à moins B, très bien. Et lambda 1 plus lambda 2 égale A, ce qui veut dire que lambda 2 est égal à A moins lambda 1, moins lambda 1 qui lui-même est égal à C, donc lambda 2 égale à plus C. Donc le triplet lambda 1, lambda 2, lambda 3 déjà existe, mais en plus il est égal à moins C, A plus C, moins B, c'est-à-dire qu'il est unique. Pour un vecteur ABC donné, le triplet lambda 1, lambda 2, lambda 3 possède des valeurs bien déterminées, fixées, et donc c'est un triplet unique. Bref, le vecteur ABC se décompose de manière unique dans la famille des trois vecteurs cités au départ. De plus, la famille des trois vecteurs cités au départ engendre R3, donc cette famille est une base de R3. Par définition, hein, vous reviendrez sur la diapo précédente pour relire la définition. Deuxième exemple, je prends cette fois-ci deux vecteurs de dimension 2. J'affirme que l'espace vectoriel engendré par E est R carré. Très bien, encore une fois, vous pouvez le vérifier. La décomposition de tout vecteur de R carré dans cette famille est-elle unique? Ce qui est une propriété des familles libres. Et donc ici, avec la propriété de l'espace engendré égale R carré, eh bien c'est une propriété donc des bases. Donc je pose une combinaison linéaire de mes deux vecteurs de ma famille, et je dis que si ça doit être égal au vecteur AB, c'est que, eh bien, encore une fois, j'identifie lambda 1 moins lambda 2 égale A, 2 lambda 1 plus lambda 2 égale B, ce système me dit que lambda 2 doit être égal à lambda 1 moins A, et que lambda 1 est égal à A plus B sur 3. Donc en reportant A plus B sur 3 à la place de lambda 1 au-dessus, j'obtiens aussi un calcul unique de lambda 2, qui sera donc celui-là. Donc le couple lambda 1, lambda 2 dépend évidemment des coordonnées du vecteur qui a été choisi, mais est unique. D'accord ? Un vecteur choisi au départ mène à une seule combinaison possible
des deux vecteurs 1, 2 et moins 1, 1. Donc, ma famille 1, 2, moins 1, 1 est une base de R carré. Et je rajoute effectivement ce que je n'ai pas dit à l'oral. Dans l'exemple 1, c'est écrit dans l'exemple 2 également. Une fois que vous avez trouvé vos lambda i, ils représentent les coordonnées de votre vecteur dans la base citée. Alors que, par exemple, dans l'exemple 2, mon vecteur v qui avait pour coordonnées AB avait ces coordonnées-là dans la base 1, 0, 0, 1, qui est supposée être une base de référence. On en parlera dans la dernière diapo, hein, c'est ce qu'on appelle une base canonique. V a pour coordonnées AB, sous-entendu dans la base 1, 0, 0, 1, évidemment. Mais dans la base 1, 2, moins 1, 1, voici comment les coordonnées du vecteur se transforment. Donc pour parler du même vecteur, on aura des coordonnées différentes. C'est ce qu'on appelle un changement de base. Et c'est ce que vous pourrez voir en deuxième année. D'habitude, on étudie ça à Bac+2, avec les matrices, où on a ce qu'on appelle des matrices de passage qui nous permettent de changer de base et d'éviter de passer par des systèmes comme ici, ce qui évite un petit peu de lourdeur aux écritures. Pour l'instant, on passe par des systèmes. Troisième exemple, je donne trois matrices qui ont la particularité d'être des matrices diagonales, et je dis que l'espace vectoriel engendré par ces trois matrices est MD2 de R. Alors, je le note comme ça, c'est un choix arbitraire, hein. Il s'agit de l'ensemble des matrices diagonales de deux lignes et deux colonnes. Alors, vous pouvez constater effectivement que toute matrice diagonale du type de la matrice A qui est citée à côté va se décomposer grâce à ces trois matrices-là. Alors, si je postule ça, d'accord, c'est que effectivement ça va fonctionner, mais cette fois-ci, je dis que, en fait, il faut que lambda 1 plus lambda 3 égale A, lambda 2 moins lambda 1 égale B, donc lambda 3 égale A moins lambda 1, lambda 2 égale B plus lambda 1. C'est un système qui montre des coefficients lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui peuvent tout à fait exister. Donc, vect des trois matrices de départ est bien égal à MD2 de R, mais le triplet lambda 1, lambda 2, lambda 3 n'est pas unique, ce qui est un indicateur que la famille de départ n'était pas libre, elle est liée. D'ailleurs, si je regarde bien, la première matrice additionnée à la seconde donne la troisième. Donc la troisième est une combinaison linéaire des deux premières. Bref, j'ai affaire à une famille liée, et donc un des critères de la définition d'une base n'est pas respecté, donc cette famille ne pouvait pas être une base dès le départ. On le retrouve en posant un système dans le fait que la décomposition d'une matrice diagonale quelconque n'est pas unique. Quatrième exemple, je me place cette fois-ci dans le plan IJ, donc dans ce que je peux appeler aussi R carré, hein, l'ensemble des vecteurs de dimension 2, et je dis que ces trois vecteurs-là engendrent R carré finalement. Donc on a la même problématique que dans l'exemple 3. Cette fois-ci on parle de vecteurs et pas de matrice, mais je suis en train de citer déjà une famille de trois vecteurs dans un espace qui est manifestement de dimension 2, bien qu'on n'ait pas encore parlé de dimension d'une manière rigoureuse, on va dire, hein, ça sera l'objectif de la vidéo suivante. Ici, je peux déjà me poser la question de est-ce que U1, U2, U3 représentent une base du plan IJ? Je prends un vecteur qui a pour coordonnée AB dans la base IJ. Ce vecteur doit logiquement être une combinaison linéaire des trois vecteurs de la famille qu'on présente. Donc déjà, ça n'est pas forcément sûr au départ, hein, il faut vérifier ça, et c'est ce qu'on a fait avec les matrices au-dessus. On s'est posé la question, est-ce que lambda 1, lambda 2, lambda 3 peuvent exister? Et au-dessus, on a trouvé que non seulement ils peuvent exister, mais en plus, la famille trouvée n'est pas unique. D'accord? Il y a une infinité de solutions possibles. C'est ce qui va se passer ici aussi. En posant un système relativement à ce qu'on est en train d'écrire, on s'aperçoit que lambda 1 dépend de A et B et lambda 3, et lambda 2 dépend de B et de lambda 3. Donc, vous pouvez choisir lambda 3 comme bon vous semble. Vous trouverez des valeurs lambda 1 et lambda 2 qui rendent vraies les égalités, et qui donc correspondent à une combinaison linéaire donnant le vecteur AB. Donc encore une fois, on a une combinaison linéaire qui n'est pas unique,
Donc V ne se décompose pas de manière unique dans la famille U1, U2, U3, donc cette famille n'est pas une base. Mais effectivement, encore une fois, cette famille engendre bien le plan IJ, puisqu'on voit bien que n'importe quel vecteur du plan IJ se décompose dans cette base. Voilà, on reverra ça en exercice bien entendu, et à titre d'exercice préparatoire, un exemple 5 non résolu, je prends ici l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, à coefficient réel, et à variable réelle bien sûr, donc R2 de x. Je prends trois polynômes, P4 d'expression 1 plus x, P5 1 plus x carré, et P2 d'expression x. J'affirme que l'espace vectoriel engendré par P4, P5 et P2 est R2 de x. Encore une fois, vous constaterez, après avoir posé un système, que n'importe quel polynôme du second degré se décompose, alors second degré ou moins, se décompose dans la famille P4, P5, P2. Mais, encore une fois, est-ce qu'il se décompose de manière unique dans cette famille? Eh bien, à vous de voir. Donc vous postulez, vous prenez un polynôme quelconque, x carré plus bx plus c, et vous vous demandez si lambda 1, lambda 2, lambda 3 d'abord existe, et deuxièmement si ce triplet est unique en regard des valeurs ABC. Alors on a vu dans la vidéo précédente que pour déterminer si une famille est libre ou liée, on se demande si une décomposition lambda 1, comme ici, lambda 1 P4 plus lambda 2 P5 plus lambda 3 P2, peut donner le vecteur nul, est équivalent à dire que les trois coefficients sont forcément nuls. Mais on a vu dans ce que j'ai dit de la preuve de l'unicité de la décomposition qu'on revenait à ça. D'accord ? Par différence, deux décompositions soustraites l'une à l'autre doivent donner le vecteur nul, ce qui impliquerait que les coefficients soient nuls et que donc les décompositions soient identiques. Donc se poser la question de l'unicité de la décomposition, comme ce qu'on vient de faire depuis la diapo précédente, et même les deux diapos, ou se poser la question de une combinaison linéaire donne le vecteur nul signifie que les coefficients sont tous nuls, eh bien c'est en fait la même question. Vous pourrez remarquer que ça fait 2 ou 3 vidéos qu'on pose les choses à peu près sous la même forme, qu'on a un système à écrire, que les solutions de ce système nous disent si, eh bien effectivement les solutions existent, si elles sont uniques ou si elles sont nulles. Bref, on tourne toujours autour du même thème, en abordant les choses sous des angles très légèrement différents. Alors, citons donc cette fameuse base canonique. On manque d'éléments de cours pour clairement définir une base canonique, mais on peut déjà intuitivement l'imaginer sans avoir eu tout le cours sur l'algèbre. Donc il s'agit d'une base dont les éléments sont unitaires et orthogonaux entre eux, à savoir que c'est justement les deux termes qu'on n'a pas encore définis, qui viendront dans un prochain chapitre. Donc, des éléments dont les coordonnées sont les plus simples possibles, donc je mets des guillemets puisque je n'ai pas les bases pour vous donner les définitions, c'est-à-dire on va faire en sorte que les vecteurs de la base dite canonique soient composés le plus possible de 0 et parfois de 1. Alors c'est pour ça que quand dans le plan R carré, on dit que I10 et J01 forment la base canonique, ça tombe sous le sens, c'est-à-dire qu'on choisit deux vecteurs dont on exprime les coordonnées le plus simplement possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait des éléments unitaires et orthogonaux entre eux? Ça nécessite de définir une norme dans notre espace, donc au moins dans un groupe, et un produit scalaire pour pouvoir définir l'orthogonalité par un produit scalaire nul. La notion de norme et la notion de produit scalaire sont d'ailleurs intimement liées entre elles. Donc on ne va pas aller dans ce détail-là, mais vous comprendrez aisément que si je cite I10 ou J01, eh bien j'ai deux vecteurs dont les normes sont égales à 1, d'où la définition de vecteurs unitaires, et puis que j'ai deux vecteurs qui sont orthogonaux entre eux, parce qu'effectivement leur produit scalaire est égal à 0. Pour celles et ceux qui connaissent déjà le produit scalaire. Alors, le fait d'être unitaire et orthogonaux n'est pas suffisant pour définir ce qu'on appelle une base canonique. Après tout, si je prends ma base IJ
très intuitive et que je la fais pivoter d'un certain angle, je me retrouve toujours avec deux vecteurs qui sont unitaires et orthogonaux entre eux. Mais ils ne sont plus des vecteurs de ce qu'on appelle une base canonique. Ils ont des coordonnées un peu plus compliquées, de type cosinus phi, moins sinus phi, cosinus phi, bon, etc. Donc, il faut aussi s'astreindre au fait de donner des coordonnées les plus simples possibles à nos vecteurs, qui à la fois doivent être unitaires et orthogonaux. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, en essayant de ne pas trop embrouiller le discours, donnons quelques exemples visuels. D'accord? Et puis, ah oui, ce que j'oubliais, c'est ce qui vient de s'afficher. Lorsque vous êtes dans une base canonique, eh bien, les coordonnées d'un vecteur dans cette base sont appelées cette fois-ci ses composantes. Donc là, il y a une fusion des deux termes, entre coordonnées et composantes. On utilise beaucoup le terme composante en physique, et peut-être un peu parfois à tort et à travers. Les composantes d'un vecteur sont soit les deux vecteurs issus de la décomposition d'un vecteur donné dans la base. Par exemple, le vecteur U égale AB est égal à A fois I plus B fois J. Les vecteurs AI et BJ peuvent être appelés composantes du vecteur V. Mais les réels A et B peuvent être aussi appelés composantes du vecteur B par abus de langage à partir du moment où on est dans la base canonique. Voilà donc l'utilisation du terme composante et donc la restriction de cette utilisation. Alors maintenant, revenons à nos moutons, on va dire, et voyons quelques exemples de bases canoniques. Si vous parlez de R carré, la base canonique évidente, on va dire, c'est donc 1, 0, 0, 1. Évidemment, dans R cube, il s'agit de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, les fameux vecteurs IJK qu'on utilise usuellement. Si vous parlez des polynômes, eh bien, ça change. On n'a plus des formes de vecteurs avec des coordonnées, donc des listes de nombres. On a des fonctions. Eh bien, la fonction qui a x donne 1, la fonction identité qui a x donne x, et la fonction carré qui a x donne x carré, sont, on va dire, les trois fonctions les plus simples possibles, qui, par combinaison les unes avec les autres, peuvent engendrer tous les polynômes du second degré imaginables. Donc cette base va être considérée comme la base canonique de R2 de x. Il est évidemment plus simple de citer 1 x, x carré, plutôt que de citer 1 plus x plus x carré, et 1 moins x carré. Trois vecteurs qui représentent une base de R2 de x, mais qui est une base moins simple, entre guillemets. Pour l'ensemble des matrices de lignes de colonnes, la base canonique va être constituée de 4 matrices, chacune représentant une coordonnée non nulle à un endroit bien précis. D'accord? Donc c'est la base qui vient tout naturellement pour, par combinaison linéaire de ces 4 éléments, engendrer n'importe quelle matrice de 2 lignes de colonnes. Voilà, et on pourrait bien sûr multiplier les exemples en citant des fonctions trigonométriques, en citant des fonctions combinaison d'exponentielles, enfin, etc., etc. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez que nous avons encore besoin d'un TD et puis d'une vidéo de corrigé à la suite de ça pour bien maîtriser cette notion de base. Mais bon, voilà, nous avançons pas à pas dans ce chapitre, en n'allant pas trop vite, j'espère. Je vous dis à bientôt et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.